Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre animatrice Monique Audet. Donc, forte de ses expériences acquises comme militante lesbienne, Monique entreprend un baccalauréat en psychosociologie de la communication, suivi d'une maîtrise en analyse et en développement des organisations. Elle œuvrera par la suite au Centre de santé des femmes de Montréal en tant que coordonnatrice et responsable du dossier en santé lesbienne, ainsi qu'à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, où elle occupera divers postes, dont celui de chargée de projet et auteur du rapport de consultation de travail mixte, du groupe de travail mixte, de l'égalité juridique à l'égalité sociale, lequel rapport a conduit à la mise en place de la politique nationale de lutte à l'homophobie et à la transphobie. Donc, merci d'être avec nous, Monique. Donc, Monique va présenter le panel Couple lesbien dans la sphère intime. Je te laisse la parole. Voici les bios. Oui, c'est les bios. Bonjour. Bonjour. Alors, couple lesbien dans la sphère intime, la blessure du silence vers une meilleure réponse à la violence en contexte lesbo-queer. Sam Aslem-Ayou. C'est toi? OK. Sam Aslem, bonjour. André Manta. Est-ce qu'elle est, c'est juste toi? OK. Du Centre de solidarité lesbienne. Écoutez, en écoutant les gens qui faisaient du théâtre ou qui étudiaient en théâtre, quelque chose m'est venu en tête, fait que je vais commencer avec ça. La blessure du silence, le silence de tous, le silence des institutions, le silence dans les milieux féministes, le silence dans nos communautés, le silence de mon histoire, le silence de ton histoire, le silence de notre histoire. Et c'est un peu dans ce contexte-là que le projet a eu lieu, justement, le CSL. Tout le monde connaît le CSL un petit peu? Oui? J'ai tous des gens du communautaire, mettons, si vous voulez me faire un signe. Yeah, OK, j'ai des adelphes, là. Merveilleux, merci. Justement, le CSL a fait le constat depuis les 25 dernières années, justement, qu'il y a des enjeux d'accès pour les personnes et les femmes lesbo-queer en ce qui a trait aux services en violence genrée, à la fois dans les CALAX que dans les maisons d'hébergement pour femmes et personnes victimes de violences conjugales. Donc, justement, on voulait offrir une réflexion des pistes d'intervention de terrain par rapport à ces enjeux-là. Le visuel que vous voyez ici, les patchs survivantes, les relations lesbo-queer ne devraient pas faire mal. Et l'autre, c'est le comité de femmes et personnes survivantes qui l'ont fait dans le cadre des comités de travail que je vais vous parler dans quelques instants. C'est un projet communautaire, ce n'est pas une recherche avec un comité des trois R, des trois éthiques et tout ça. C'était vraiment plus intuitif, construit avec les milieux en partenariat. Donc, ça prend contexte là-dedans. Donc, on remercie Femmes Égalité des genres Canada d'avoir payé mon loyer pendant 1 an et demi. Merci beaucoup. La démarche du projet va être présentée et je vais parler de quelques enjeux éthiques et pédagogiques qu'on a rencontrés dans le cadre du projet. Ce n'est pas la liste exhaustive, mais c'est des grandes questions que je me suis posées souvent et que j'ai posées souvent avec cette question-là également. Donc, voilà. Donc, un peu comme je vous disais, on a fait le constat que dans les services en violence, il y a une hétéronormativité, donc que les pratiques, les structures et les façons d'intervenir auprès des personnes victimes sont beaucoup basées sur les relations hétérosexuelles, ce qui fait en sorte que les personnes lesbo-queer et les femmes se voient exclues justement de ça de façon symbolique, où elles et elles vont vivre des micro-agressions lorsque elles désirent avoir accès à ces services-là. Il y a aussi un manque de ressources accessibles aux femmes et personnes lesbo-queer hors Montréal. Il n'y a pas de ressources spécialisées si on sort de Montréal. Et il y a un manque de connaissances aussi sur c'est quoi les manifestations spécifiques, les enjeux, c'est quoi les bonnes pratiques. Et on a voulu proposer des solutions en se basant sur la concertation avec les milieux et les membres de la communauté. En passant, moi, c'est Sam, pronom yol ou il avec des accords masculins et non-genrés. Je suis une personne non-binaire. J'aime tout le monde. Je suis attirée envers tout le monde sauf les hommes cis. Polyamoureux, neurodivers. J'ai des privilèges blancs, coloniaux, académiques et économiques également. Donc, voilà. Ça vient forcément biaiser le projet de facto. Là. Première phase du projet, puis arrêtez-moi si vous avez des questions. Là, je suis vraiment contente parce que d'habitude, il faut toujours que je fasse des LGBT 101 quand je fais des petites présentations. Et là, je suis comme, hey, on n'a pas besoin de faire ça en ce moment, c'est merveilleux. Première phase du projet,
On a fait un comité de travail. C'est Marjo et Junot, les personnes qui étaient à l'intervention de ce projet-là. Au début, il y a eu 20 rencontres qui ont été faites et on avait 6 participations, dont 3 femmes cis et 3 personnes trans et ou non-binaires. C'est un groupe de soutien-partage dans lequel le groupe a décidé de faire un visuel de sensibilisation des affiches qui ont été diffusées, je crois, en juin dernier. Dans Montréal, donc ce qu'on appelle l'affichage sauvage. Et on utilise également le visuel pour sensibiliser et tout ça. Je suis allée les rencontrer pendant une soirée, puis je leur ai posé des questions sur c'est quoi les enjeux d'accès et leurs recommandations. Donc, suite à ça, je suis allée écrire un document sur les constats et recommandations de la part du comité et mes collègues qui font l'intervention, ça allait revalider avec les personnes du comité. Ça faisait sens, j'avais interprété certaines choses et on a fait les corrections et ça sera disponible sur notre site web d'ici fin mars, là. C'est ce que je le souhaite. Ensuite, dans la deuxième phase, on a créé un comité directeur donc, qui était composé d'organismes communautaires qui soit étaient à la gestion de projets qui travaillaient sur les enjeux des violences en contexte LGBT ou qui travaillaient auprès des femmes et des personnes victimes de violences genrées. Donc ça, c'est les organismes qui ont participé au comité directeur. On s'est rencontrés 10 fois. Puis, je vais vous parler un petit peu de la démarche réflexive qu'on a fait à travers ça. Dans un premier temps, je suis venue partager les constats de l'équipe du CSL, donc j'ai fait des entrevues très, très semi-dirigées avec mes collègues du CSL, voir c'est quoi leur constat terrain, les enjeux rencontrés. Et j'ai présenté ça aux personnes qui faisaient partie du comité directeur et on s'est basé là-dessus justement pour starter nos réflexions sur c'est quoi les pistes d'action possibles pour faire des recommandations au milieu féministe. Et on a aussi pris quand même pas mal de temps pour mettre en place un espace dialogique. Donc, on a fait une entente de collaboration. Puis, la question éthique que je me suis vraiment posée dans ce processus-là, c'est comment offrir un meilleur contexte réflexif et dialogique dans les comités de travail. Parce que les rapports de pouvoir se voient forcément reproduire entre organismes communautaires, mais aussi en ce qui concerne nos postures sociales. Donc, on a vraiment pris un moment pour réfléchir sur comment est-ce qu'on veut dialoguer, s'assurer que tout le monde a une voix, et se sentent à l'aise de prendre parole et tout ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la démarche la plus parfaite, mais je pense que ça a été une bonne pratique d'allouer du temps à ça dans le comité de travail. Ensuite, je ne voulais pas arriver avec la question c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis? Fait qu'on est vraiment allé plus dans un truc réflexif, intuitif, là. Donc, première activité qu'on a fait, c'est dans un monde idéal, ce serait quoi dans les services en violence genrée? Puis, dans le monde actuel, comment est-ce que c'est? Fait que là, suite à ça, moi, je suis partie, j'ai analysé de façon pas très académique nos conversations et j'ai ressorti de ça des recommandations. Et ensuite, on a fait une deuxième activité qui s'appelait les voix oubliées, que vraiment, j'avais fait une liste de toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin dans les services en violence genrée, autant les personnes victimes, les femmes, que tous les différents acteuristes, DPJ, services policiers, les maisons d'hébergement, les conseils d'administration, etc. Puis, on a passé à travers ces différentes postures-là, justement, puis regarder un peu c'est quoi les perspectives, les enjeux que ces gens-là peuvent rencontrer. Donc, voilà. Ensuite, c'était pas assez. Fait que là, j'ai dit, hey, il faudrait aller consulter les milieux féministes pour voir c'est quoi leurs besoins. Fait qu'on a lancé un questionnaire en ligne. Puis écoutez, on a rejoint 54 personnes. J'étais surpris de la réponse. C'était beaucoup de données analysées. Dans mon 4,5 chez moi, ça m'a pris beaucoup de café. Il y a un biais régional qui est forcément ressorti. Donc, il y a davantage de gens dans la capitale nationale et l'Outaouais qui ont répondu. Que je peux vous expliquer de par le fait que j'ai travaillé dans ces deux régions-là principalement. Fait que des fois, quand tu connais les gens, des biais de recherche sincères forcément dans ces contextes-là. Donc, il y avait 2 croisements qu'on a fait, vraiment un profil d'intervention et un profil de gestion féministe. Je ne vais pas passer à travers toutes les questions qu'on avait, mais c'est beaucoup la fréquence d'intervention auprès des personnes de la communauté. Puis, il y a même des gens qui ont répondu qui n'ont jamais intervenu auprès de personnes et femmes lesbo-queer survivantes de violences. Mon hypothèse, ce serait, est-ce que le climat était sécuritaire de se nommer dans ce contexte-là? Poser la question, s'ils répondent des fois. Identifier les caractéristiques spécifiques de la violence conjugale en contexte lesbo-queer, se sentir outillé, tout ça. Fait que, bref, on a vraiment analysé des compétences en intervention, autant au niveau du sentiment
que de l'application de l'approche féministe queer et qui est plus transaffirmative également. Donc, on a vraiment évalué selon la lesbophobie, biphobie et transphobie. C'est pas parfait comme démarche, mais il a fallu faire des choix dans le questionnaire. Au niveau de la gestion, on a vraiment regardé au niveau des formations, du sentiment d'offrir un espace sécuritaire dans les procédures d'embauche, dans les équipes de travail, dans les rencontres d'équipe, tout ce qui est les procédures afin de réduire les barrières d'accès et les pratiques inclusives. Et ça, c'est mon analyse très sommaire en quelques lignes, là. De façon générale, les milieux se sentaient plus à l'aise d'intervenir en contexte de lesbophobie que de transphobie et biphobie. Mais il y avait vraiment un défi d'adapter le discours sur la socialisation. Ça, c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans les CALAX et les maisons d'hébergement pour expliquer la violence des hommes faite sur les femmes, donc le patriarcat. Mais quand ça vient aux violences en contexte lesbo-queer, là, il y a comme un défi d'adapter ce type de discours-là. Donc, on l'a vu aussi dans ce questionnaire-là. D'identifier les barrières d'accès au niveau des personnes en intervention. Est-ce que c'est une compétence qu'on s'attend des intervenantes et intervenants? Je ne sais pas. Faire la défense de droits spécifiquement aux communautés LGBTQ+, parce que dans le rôle en intervention en violence genrée, on peut être amené à faire la défense de droits autant au niveau des polices que de la DPJ, que des autres institutions, mais les milieux ont nommé se sentir moins outillés par rapport à ça. Ensuite, en ce qui a trop formation aux équipes, la majorité sont formées sur le féminisme intersectionnel, mais beaucoup moins quand ça vient aux réalités two-spirit, NGQ-queer, lesbo-queer et trans-non-binaire. Puis, les équipes d'intervention semblaient davantage formées que les CA, ce qui s'explique par le fait que c'est des postes rémunérés, que les gens sont en intervention directe. Là. Est-ce que j'ai des questions concernant ça? Juste 5 minutes déjà. Oh, wow, OK. Je vais aller un peu plus vite. Et ensuite, on a développé des outils qui vraiment... c'est des outils qui sont davantage pédagogiques dans un sens qu'on fait des mises en situation dans ces outils-là. Donc, ce n'est pas forcément seulement théorique. Donc, on adresse le savoir-être, savoir-faire en intervention, la gestion féministe. On a fait une liste de pratiques organisationnelles qui était davantage basée sur des connaissances terrain et 2 outils qui sont davantage dans la théorisation, qui visent l'application terrain, justement pour mieux accompagner donc un peu les manifestations de la violence en contexte lesbo-queer, comment ça peut se manifester de façon plus spécifique et la dynamique de pouvoir intersectionnel en contexte de violence, que des fois, dans certains CALAX et maisons d'hébergement, on n'est pas forcément encore là. Quelques réflexions éthiques. Le discours dominant en violence conjugale au Québec est très hétéronormé. Il prend racine dans le féminisme de deuxième vague, ce qui fait en sorte que les réalités lesbo-queer sont invisibles, également les réalités trans et non-binaires. On a pris une posture qui est transaffirmative au début du projet. Parce qu'au CSL, actuellement, on considère que les populations trans font partie des communautés lesbo-queer depuis toujours. Et les statistiques démontrent que le taux de violence vécu par ces personnes-là est très élevé. Puis moi, je suis une personne ouvertement trans, fait que ça aurait été un paradoxe de... En tout cas, bref. Aussi, tout ce qui est les questions intersectionnelles, je vous dirais que par expérience et de mes collègues, juste des fois expliquer l'hétérosexisme et la violence conjugale, c'est un défi dans les milieux. Donc, on voulait vraiment développer des mises en situation qui sont qui adressent davantage de pression. On en a fait quelques-unes, puis j'ai essayé de rejoindre certains organismes pour co-créer des vignettes d'intervention. Mais bon, on sait que dans le communautaire, il y a des enjeux de financement. Souvent, les organismes qui ont le plus de privilèges ont plus de temps, mais ceux qui en ont moins, c'est plus difficile. Puis, du financement par projet dit tu as un délai serré. Donc, au niveau éthique, ça peut présenter un enjeu. Puis, il y a forcément quelques angles morts au niveau des privilèges de pression de par qui compose l'équipe du CSL, les participants au comité et le mien par la bande. Aussi, au niveau pédagogique, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va au-delà du one-on-one quand il faut que tu expliques la base dans un document, mais que tu veux transmettre des compétences en intervention? Fait que ça, c'est une grande question que je ne pense pas que j'ai répondu, mais qui est intéressante de se poser pendant 1 an et demi. Aussi, comment émettre des recommandations qui sont sensibles au milieu communautaire que, pour reprendre l'expression de Charlotte, une personne avec qui je travaille à Divergent, on est fendu en marbre dans le communautaire, on est toutes brûlées. Fait que là, comment est-ce qu'on amène ça de façon sensible à des milieux qui ont peu de temps, de ressources et tout ça? Fait qu'il y a ces enjeux-là qui se présentent. Fait qu'on a vraiment été plus dans la mise en pratique des mises en situation dans le cadre des outils.
avoir les résultats prochainement dans les prochains mois. Et c'est ça. Fait qu'écoutez, des petites phrases pour finir. Le silence levé nous permettra de nous libérer pour mieux voler et respirer. Merci. Alors, merci Sam. Juste vous dire aussi que Cham est chargée de projet au Centre de solidarité lesbienne depuis l'automne 2023. Puis elle travaille également à Divergence sur les enjeux de violence genrée. Comme des sursauts d'incrédulité, la dénonciation des violences entre femmes par Maëlle Maréchal. Alors, Maëlle est écrivaine et chargée de cours en études littéraires et féministes à Tiohtià:ke, Tiohtià:ke. Dis-le donc, Tiohtià:ke. Voilà. Et elle s'intéresse aux littératures lesbiennes et queer, à l'enfance et à l'intersection classe sociale, genre et blanchité. Maëlle a publié La Minotaure, premier livre de la collection queer chez Tripic en 2019. Cet ouvrage de fiction a été finaliste au prix du gouverneur général la même année. Félicitations. Alors, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être présente. Je tiens à dire avant de commencer que je m'élance depuis un territoire non cédé, justement, du peuple Kanien'kehá:ka, dont le peuple Mohawk, sur l'île de Tiohtià:ke ou Muniang pour les Anishinaabe. Donc, Montréal, moi je viens d'ici, c'est une île merveilleuse. Voilà, je vais commencer. Je vais avoir un peu d'émotion, donc c'est assez émotif. On va commencer par avancer ça ici. Ça, c'est les deux livres que je vais faire une analyse littéraire. Et on commence par des citations de Carmen Maria Machado qui dit « She could have run. The door was open, but it was as if she didn't even know what she was looking at. You have forgotten that leaving is an option. » J'ai dit non, mais elle a continué. Il n'y avait pas de village autour de moi. Mais même s'il y avait eu un village, ça aurait été un village plein de maisons sans porte ou cognée, sans fenêtre ou faire signe. Un village de surface opaque, sans aspérité, sur lesquels mon histoire n'aurait jamais pu s'inscrire ou se lire. J'ai dit non, mais mon nom est tombé dans du vide, n'a pas trouvé un abri pour le rendre intelligible et le faire résonner. Je suis tombée aussi dans ce vide pendant 2 ans avant que le nom ressorte de ce trou comme une pulsion, comme un cri qui voulait vivre, sa force décuplée par la profondeur des abysses qui l'avaient malmené. Mon nom a été accueilli par une personne intervenante du CSL, le Centre de solidarité lesbienne, qui l'a compris, et alors j'ai compris. La violence entre femmes en couple est un sujet peu étudié, peu discuté dans les communautés LGBTQ2A+. Mon objectif est de comprendre comment elle est présentée dans la littérature dans un contexte de silence archivistique, expression de l'écrivaine Carmen Maria Machado. Je propose d'étudier brièvement 2 livres hantés par la violence entre femmes en couple et angoissés par le silence des communautés LGBTQ2A+, sur celle-ci. Donc, le recueil de poèmes For Your Own Good de Léa Orlik et le mémoire In the Dream House de Carmen Maria Machado. Mon hypothèse est que cette violence est présentée en créant des moments d'incrédulité, c'est-à-dire en aménageant des espaces où les dissonances cognitives sont problématisées par divers procédés. Je vais m'attarder dans les 2 livres à la façon dont est décrite la réalité et dont dénoncent les agresseuses. Je vais également me pencher sur leur page couverture en dernier. Donc, la réalité. Les narratrices des 2 livres sont dans une même situation. Elles fréquentent une femme pour la première fois et subissent chacune la violence de la part de leur partenaire. Or, ce qui rend leur expérience difficile, tout comme le témoignage de celle-ci, ce n'est pas seulement les agressions sexuelles, physiques, psychologiques et verbales, mais aussi l'absence de reconnaissance par leur société de la violence entre femmes dans les couples lesbiens et queer. Cette double violence rend vaseuse la réalité qu'elles vivent, comme si elles habitaient un rêve et y flottaient. Elles manquent littéralement de repères, non seulement pour dire ce qui leur arrive, mais aussi pour y croire. On peut se demander comment sortir d'une situation de violence qu'on ne sait pas qu'on est en plein dedans. Anne-Jeanette Wise, dans une analyse du livre de Machado, dit que « The lack of context isolates individuals and forces them to question whether they are actually experiencing what they think they are. » Elle rajoute aussi « How do you tell a story that is not recognized as possible? » Cette situation bien particulière limite sévèrement les réactions et la colère des narratrices face à la violence qu'on leur fait subir. Certes, les agresseuses les gaslightent constamment et leur fait perdre graduellement confiance en leur capacité à interpréter correctement leur réalité, mais tout comme leur société, comme le remarque Prudence Bussy-Chamberlain dans une analyse de Machado.
Machado and Orlik are gaslit by partners, but also by a wider culture that has lost and hidden the things they need in order to understand themselves. Cette perte de contact avec le réel se reflète sur plusieurs niveaux, notamment par la fragmentation de leur corps qui est très apparente dans le livre d'Orlik. En effet, elle nomme souvent les parties de son corps qui sont meurtries et blessées par son agresseuse. Seins, clavicules ou bouche, elle se retrouve étalée, exposée, toujours vivante et pourtant en morceaux. Elle écrit « You're what has to break before her fever ». Elle comprend qu'elle doit accepter d'être domptée, que son vouloir doit être brisé afin d'éviter encore plus de violence de la part de son agresseuse. « You're picked apart », dit-elle, « by your own kind ». Très consciente de subir par une personne du même genre qu'elle une sorte de dévoration qui fractionne et son corps et sa subjectivité. « Because you are broken, she moves you into the house of cracked things », ajoute-t-elle. Elle devient une sorte de prisonnière, mais aussi en même temps comme une pièce exposée dans un musée. La violence cause certes une certaine perte de contact avec le réel, il immobilise des personnes qui en souffrent, mais aussi le réagencement des qualités du vivant. Dans les deux livres, plus particulièrement chez Orlik, la maison, donc la chose ordinairement immobile, l'objet usuel, devient personnifié et doué de sentience, voire un témoin de ce qui se passe. Par exemple, on lit « And because you are of a kind, the house knows you. When you cry out, the lights flicker ghostly blue and rag. When she says you are shut off, the light switches nod their white tiny heads. Tiles creak yes beneath her headache. Something bad must have happened to make you this way. The way where you don't want her. But the windows rattle disagree. In their honeyed blindless light, they see it. Something bad is happening. » Dans les deux livres, on remarque toutefois un désir des instances narratives à se frayer un chemin dans cette réalité vaseuse et épaisse. Pour s'en sortir, l'instance narrative d'Orlik suivra les bleus sur sa peau, de petites cartes, écrira-t-elle. La poétesse utilisera l'image de l'étoile de mer pour témoigner de sa tentative de remembrement, régénération. Oups, je suis allée trop vite. Je suis allée trop vite, excusez-moi. Voilà, juste en bas. You name yourself a starfish, radiating, symmetrical. All of you stems from the hidden salt of your mouth. You are covered in small bear trap structures and made only of arms. You can shed all of your limbs to escape a predator. You can regenerate anything, giving time. Ces tentatives de reconnexion avec le réel se passent aussi par les adresses que les instances narratives formulent à elles-mêmes entre un je qui est sauf et un tu emprisonné dans le présent de la violence. Elles se réalisent aussi par la forme très inusitée qu'elles donnent à leur réalité. Dans le cas d'Orlik, le récit est modelé par des titres référant à des cartes de tarot, The Circus, The Sun, Fortune Teller, House of Mirrors. Le tarot est entre autres un jeu de divination utilisé pour répondre à des questions sur l'avenir et donc avoir un certain contrôle sur le réel, à l'anticiper. C'est une façon pour l'instance narrative de prendre soin d'elle. Mais est-ce que tout n'est pas écrit à l'avance? Peut-on échapper à son destin? Orlik intitule un de ses poèmes « Fill in the blanks », dans lequel elle donne le choix aux lectrices de compléter les phrases par 2 ou 3 options possibles sur la page. Or, c'est un faux choix car chaque option parle de violence. Dans le livre de Machado, le récit est organisé autour de plusieurs titres qui commencent tous par « Dream House as »,« Lesbian Pulp Novel »,« Entomology »,« Time Travel »,« Choose Your Own Adventure ». Cette répétition fait abonder les scénarios où on tente de faire équivaloir la situation vécue par la narratrice à quelque chose de déjà connu dans le réel. On essaie des scénarios les uns après les autres comme on enfilerait des vêtements jusqu'à ce qu'on trouve le fit parfait. Mais le fit parfait n'existe pas. En opérant ainsi, on fait remarquer qu'il y a la violence partout, alors que la société de la narratrice et son agresseuse tentent de lui faire croire qu'elle n'est nulle part. Mais montrer aussi qu'il y a la violence partout, aussi difficile que cela puisse l'être pour la narratrice et les lectrices, fait également abonder les portes de sortie par lesquelles la déloger de son histoire. La narratrice se donne ainsi les outils pour comprendre sa situation et se sortir de son état de stupeur. Et là, je cite Machado. Il dit, « You shouldn't be here, but it's okay, it's a dream. She can't find you here. In a minute, you're going to wake up and everything is going to seem like it's the same, but it's not. There's a way out. Are you listening to me? You can't forget when you wake up. You can't... » Je s'arrête, on imagine qu'elle se réveille. La dénonciation. Dénoncer la violence, c'est un geste difficile pour des personnes marginalisées vivant dans une société sexiste, misogyne, raciste et hétérosexiste. Il y a bien et bien une dénonciation de la violence dans ces 2 livres, mais il n'est pas question du tout de tout dénoncer à la police ou de recourir au système de justice traditionnel, menant un dossier judiciaire à la prison. Ce qui ne veut pas dire non plus pour les instances narratives qu'elles ne désirent pas une certaine justice pour elles-mêmes. Certes, les agresseuses exercent un contrôle coercitif et obsessif sur elles et cela rend ardu de simplement trouver l'espace pour les dénoncer,
Mais ce qui constitue aussi une embûche à la, à la dénonciation, c'est qu'elles font partie d'une communauté marginalisée dans un système hétéronormatif. En les dénonçant, elles pourraient justifier des discours haineux et lesbophobes. Je suis un petit peu perdue dans... Je suis désolée de ça. Je pense que je n'ai pas le bon PowerPoint, mais c'est pas grave. Je vais juste le dire. Ironically, then, there is an invisibility surrounding same-sex abuse perpetrated through the lack of resources and public interest. But there is also a hypervisibility when it comes to any action that might legitimize homophobic discourse. Dénoncer, c'est aussi une action difficile car il circule encore l'idée parmi les féministes et lesbiennes que la violence est une question de masculinité. Machado écrit, je vais essayer de vous retrouver la citation. On va voir si... Voilà. The queer community has long used the rhetoric of gender roles as a way of absolving queer women from responsibility for domestic abuse, which is not to say that activists and academics didn't try. When the conversation about queer domestic abuse took hold in the early 1980s, activists gave out fact sheets at conferences and festivals to dispel myths about queer abuse. Scholars distributed questionnaires to get a sense of the scope of the problem. Fierce debates were raged on the pages of queer periodicals, but some lesbians tried to restrict the definition of abuse to men's action. Butches might abuse their femmes, but only because of their adopted masculinity. Abusers were using male privilege, to borrow lesbian critic Andrea Longchu's phrase. They were guilty of smuggling patriarchy into lesbian utopia. Some argue that consensual SEM was part of the problem. Women who were women did not abuse their girlfriend. Proper lesbians would never do such a thing. It was also the narrative that it was simply complicated. Donc, il y a le fait notable que dans les romans, ces agresseuses sont des femmes blanches provenant d'une classe sociale moyenne aisée, que celles qui dénoncent sont des femmes racisées d'une classe qu'on pourrait se considérer comme pauvre. Dans les deux livres, les agresseuses passent des commentaires sur la couleur de la peau des instances narratives. Les deux les animalisent également. Chez Orlick, l'instance narrative, en plus d'être discriminée par son agresseuse et sa famille en tant que femme juive, est perçue comme une bête qui doit être matée et domptée par une dresseuse avec un fouet. Une dresseuse passe-t-elle la remarque qui sait ce que la narratrice veut et qui sait ce qu'elle aime. She was sure you would like it. She could tell just by looking. Je suis désolée, je suis un peu perdue vu que je n'ai pas le bon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Cette dompteuse désire aussi l'exploiter sexuellement et en tirer des bénéfices économiques. Chez Machado, la narratrice était au début de sa relation avec l'agresseuse dans une configuration polyamoureuse. Elle nous apprend dans un passage qui porte le titre notable de Dream House as Entomology qu'elle veut dorénavant fermer leur relation dans une configuration monogame. La narratrice dit alors « You laugh and nod and kiss her, as if her love for you has sharpened and pinned you to a wall. » La monogamie est donc perçue comme faisant partie prenante de la violence raciste et conjugale qui animalise, objectifie et immobilise. Finalement, par rapport aux pages couverture, je vais vous montrer ça. Voilà. Sur la page de couverture du livre d'Orlick, on voit un squelette enlacé par derrière une femme couverte entièrement d'un drap, à l'exception de son visage et d'un bras. Elle regarde devant elle est ailleurs. Sur la page couverture du livre de Machado, on voit la tête d'une femme émerger soit d'un empilement de couvertes ou du trou fait à travers 4 épaisseurs de murs au centre de l'étage supérieur d'une maison sombre et lugubre, comme si elle était hantée. Cette femme nous fixe. Devant la porte ouverte à l'étage inférieur, on voit la silhouette d'une personne. Elle garde l'entrée. Dans les deux cas, quelqu'un les surveille et indique une relation de pouvoir à l'œuvre. Dans les deux cas aussi, la femme est recouverte. Il y a une interface entre elle et le monde. Elle ne s'y connecte pas directement, ce n'est que par leur visage. Elle est ainsi également déconnectée de son corps, qui est, comme je l'ai montré, morcelé. Ça crée des ouvertures, leur corps sur le monde, les refroidit, d'où peut-être pourquoi elles sont recouvertes. Elles ont vraisemblablement très froid. Il faut dire aussi que la violence qu'on leur fait éprouver les place dans une situation de terreur glaçante. Elles deviennent ainsi un peu comme un fantôme, un spectre qui flotterait entre deux mondes. Dans les deux livres aussi, les corps des assaillantes est marqué par la violence qu'elles infligent. Sur la page couverture de Orlick, elle est un squelette. Sur celle de Machado, plus qu'une ombre, une petite silhouette. Elles n'ont plus de substance. La violence détruit et désidentifie les agresseuses, en particulier, elles n'ont plus de visage. Celle de Machado n'en a plus, celle-ci se confond avec le reste de son corps. Celle d'Orlick a les yeux clos, elle ne voit plus ce qu'elle est en train de faire, mais ce qu'elle fait, clairement, la vide, l'atrophie et la fait dépérir. Le recueil de poèmes For Your Own Good de Léa Orlick et le mémoire In the Dream House de Carmen Maria Machado sont des livres terribles et bouleversants, précisément quand on y aborde la violence entre femmes en couple dans des sociétés qui ne reconnaissent pas cette violence et donc qui participent à la perpétuer en isolant celles qui en sont les victimes.
Les deux autrices montrent à la fois à quel point cette situation peut glacer d'effroi à celles qui la vivent et comment elles peuvent parvenir à se sortir de cet état de pétrification en usant de la littérature pour arrêter la dissonance cognitive. Machado va aussi citer le recueil de poèmes d'Orlik pour créer une affiliation de femmes qui dénoncent la violence entre femmes en couple. En lisant et relisant ces textes, je reste avec l'impression d'être en présence de sursauts d'incrédulité qui sauront aider les personnes comme moi qui ont été dans une situation d'abus à comprendre, à nommer, à éloigner, à faire cesser la violence dans le couple lesbien et queer. Voilà, merci. Pour la troisième partie de ce panel, enquêter sur la distribution du travail domestique dans les couples lesbiens, un état des lieux de la littérature, par Héloïse Russell-Hollande. Héloïse est doctorante en sociologie. Elle est rattachée au département de sociologie de l'UQAM et au laboratoire IDHES-ENS Paris-Saclay. Elle se penche sur la distribution du travail domestique dans les couples et les familles lesbiennes. Merci, c'est bon pour le... D'abord, comme ça a déjà été dit, je voulais remercier à nouveau le RLQ d'avoir organisé ce colloque et réuni des personnes qui s'intéressent aux enjeux rencontrés par les personnes lesbiennes et lesbo-queer. Donc vraiment, merci beaucoup au RLQ pour cette magnifique organisation. Je vais vous présenter aujourd'hui des réflexions qui sont issues de la définition de mon objet de recherche qui s'inscrit, donc comme ça a été présenté, dans le cadre d'une thèse de doctorat en sociologie entre l'UQAM et l'Université Paris-Saclay en France. Globalement, et je vais le présenter plus en détail, je m'intéresse à la distribution du travail domestique dans les couples lesbiens. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter quelques éléments de mise en contexte de l'état actuel de la problématisation de la répartition inégale du travail domestique en sociologie. On s'inscrit un petit peu en sociologie. Alors, contexte. En 2020, on pouvait lire sur le site de Statistique Canada que, quand il est question du partage des tâches domestiques, les femmes effectuent encore en grande partie la lessive et la préparation des repas. L'article poursuit en avançant que, traditionnellement, le travail rémunéré était l'apanage des hommes et le travail domestique celui des femmes. Il dresse un constat. Malgré une réduction considérable de l'écart de participation au marché du travail entre les sexes, selon les données de l'enquête sociale générale de 2017 relative à l'organisation et à la prise de décision dans le ménage, la répartition des tâches demeure genrée. Cette inégale répartition du travail domestique, elle se constate aussi donc de l'autre côté de l'Atlantique, en France, où en 2010, selon les dernières données produites et exploitées dans le cadre de l'enquête emploi du temps de l'INSEE, les femmes effectuaient 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Une chose est à souligner dans cette mise en contexte de l'état des connaissances sur la répartition du travail domestique. À la fin de l'article publié par Statistique Canada, dont j'ai issu les données que je viens de vous présenter, il figure une note courte, donc une courte note au lecteur, qui précise, je vous l'ai mise à l'écran, sont pris en considération les répondants vivant dans le même ménage avec un conjoint de sexe opposé. En raison de la nature de l'analyse, qui compare le partage des tâches domestiques selon le genre, les couples de même sexe ne font pas partie de la présente étude. Voilà, comme ça, c'est réglé. Non. 4 éléments peuvent être dégagés des enquêtes qui portent sur la distribution des tâches ménagères. Je vais vous les présenter. Le premier concerne les résultats et les 3 suivants plutôt des questions de méthode. Alors, le premier élément, toutes ces études montrent que cette distribution reste inégalitaire entre les femmes et les hommes, que ce soit au Québec, en France ou ailleurs. Deuxième élément, les ménages, couples ou familles non hétérosexuelles sont exclus des enquêtes sociales générales sur cette répartition des tâches domestiques. Troisième élément, les rares recherches qui s'intéressent à ce partage dans les familles non hétérosexuelles comparent les couples homosexuels, donc gays et lesbiens, aux couples hétérosexuels. Donc 2 choses, les couples lesbiens sont confondus ou se voient confondus avec les couples gays, ce qui ne met pas en avant l'intérêt d'appréhender les spécificités lesbiennes, des réalités lesbiennes. Deuxième chose, pour l'essentiel, ces enquêtes, elles montrent que si la répartition des tâches domestiques n'est pas égale dans les couples, elle l'est davantage que dans les couples hétérosexuels. Mais au final, ça ne nous en dit pas non plus grand-chose. Quatrième point,
La question du travail domestique y est appréhendée généralement à partir d'une liste de tâches ménagères prédéfinies, je reviendrai pas là-dessus, qui sont connotées féminines ou masculines. Un exemple de tâche connotée féminine, laver le linge. Un exemple de tâche connotée masculine, bricoler, s'occuper de la voiture. Ça vient renaturaliser les catégories. Je vais vous expliquer un peu après. Deuxième chose, le travail domestique, il n'est pas théorisé, donc il est vu comme une série de tâches. Ça, c'est un petit peu pour la mise en contexte dans laquelle s'inscrit cette recherche. Je vais un peu trop vite. Maintenant, je vais tenter de vous présenter donc, mon objet de recherche, le cadre théorique dans lequel je l'inscris et les réflexions théoriques et méthodologiques que ça soulève. Surtout, j'aimerais vraiment pouvoir profiter de cet espace et de la discussion qu'il y aura après, justement, pour avoir vos retours qui sont essentiels justement dans la compréhension de ces enjeux. Alors, pour ce qui est de la présentation de l'objet de recherche, dans le cadre de cette thèse, je m'intéresse précisément donc, à la distribution du travail domestique dans les couples lesbiens. Et l'objectif, c'est par cette étude des pratiques de division du travail domestique, je veux mettre à l'épreuve l'hypothèse d'une mise à distance des régimes hétérosexuels dans ces couples, ce que Natacha Chetcuti-Ozorowicz appelle le processus de déshétérosexualisation. Donc, je veux voir la mise à distance ou non des régimes hétérosexuels dans ces configurations. Je veux étudier globalement ce que se dire lesbienne et vivre en couple lesbien implique en termes de rapport au travail et de pratiques concrètes. Alors, je le disais dans la mise en contexte, il y a peu d'études et peu de recherches qui s'intéressent à la distribution du travail domestique dans les couples lesbiens. Donc là, la présentation, elle ne va pas viser à l'exhaustivité, sinon ce serait plus long, mais on peut mentionner quand même des travaux qui ont intégré une analyse du travail domestique dans les couples lesbiens. Je pense par exemple à 2 enquêtes. À l'enquête de Virginie Descoutures en 2010 sur les mères lesbiennes, où elle cherche à comprendre comment l'hétéronormativité s'incarne dans la vie quotidienne à travers le point de vue des mères lesbiennes. Il y a une partie de son enquête qui est consacrée justement à ce qu'elle nomme la répartition du travail domestique dans les couples lesbiens, et elle cherche à rendre compte des manières dont le couple s'organise autour de la gestion de la vie quotidienne avec le ou les enfants. Et une autre étude qu'on peut mentionner, qui est notée là, c'est celle de Raphaël Ferzli, en 2001 sur ce qu'elle nomme donc, entre guillemets, les aspects quotidiens des couples au féminin. Donc, elle propose 3 registres de justification pour expliquer une répartition différenciée du travail domestique. Je vous les présente. D'abord, elle l'explique et elle le justifie en fonction du temps disponible dont chacune disposerait. Ensuite, deuxième registre de justification, ce serait en fonction des préférences et des goûts de chacune. Alors là, vous noterez qu'il est curieux d'observer que les dégoûts et les goûts de chacune des membres du couple se recoupent parfaitement. C'est curieux. Et troisième point, en fonction des compétences ou de l'efficacité. Elle explique aussi les types de répartition par l'éducation reçue dans l'enfance et par l'existence de relations de pouvoir dans les couples lesbiens, avec un rapport de force qui s'appuierait sur divers éléments que j'ai remis ici. La différence d'âge, le statut social, la découverte de l'homosexualité liée ou non à la conjointe, l'outing, donc si la personne est out ou non dans différents milieux, et la propriété du logement. Donc ça, c'est encore des petits éléments de contexte. Donc globalement, ces analyses de la division du travail domestique, elles excluent de base une explication en termes de genre, de rapports sociaux de sexe, puisque la question qu'elle pose est la suivante. En l'absence de différence des sexes, comment se répartit le travail domestique dans le couple? Donc là, vous l'aurez compris, je veux réintégrer une analyse en termes de sexe, de genre dans ma thèse. Donc, dans une acception féministe matérialiste et dans une sociologie des rapports sociaux de sexe, cette absence postulée renaturalise les catégories de sexe et je vais un petit peu l'expliquer. Donc, au contraire de ces explications, je fais le choix d'appréhender le genre comme le rapport social antagonique à l'origine d'une bipartition et d'une hiérarchisation des sexes. Dans ce cadre conceptuel, les catégories femmes et les catégories hommes ne sont pas des données a priori, mais le fruit de rapports sociaux d'exploitation ou d'appropriation du travail et du corps dans le cadre social domestique. 2 raisons principales justifient le choix de cet ancrage théorique. Le premier, c'est que ce sont justement les féministes matérialistes qui ont entrepris les premières de dénaturaliser le genre et les catégories femmes et hommes. La deuxième raison, c'est qu'elles proposent une analyse du travail domestique comme mode d'exploitation spécifique des femmes. Et leurs analyses, elles permettent d'ouvrir une réflexion en termes de rapports sociaux de sexe et d'analyser plus globalement la division sexuelle du travail
y compris justement dans les couples lesbiens. Alors ça va être le petit moment un peu théorique, mais ça va aller assez vite quand même. Pour revenir dessus, je vais présenter trois apports. Christine Delphy dénaturalise en 1970 les catégories de sexe femmes et hommes en démontrant que ces catégories ne sont pas naturelles, mais le fruit d'un rapport social antagonique, le rapport d'exploitation domestique, dans lequel une partie de la population, les hommes, s'approprie gratuitement le travail des femmes. Donc, dans cette compréhension, les femmes et les hommes n'existent que dans un rapport d'exploitation, le rapport patriarcal, le rapport domestique. Les femmes, donc c'est la catégorie de sexe dont le travail est exploité dans le cadre domestique. Ensuite, on peut poursuivre cette réflexion avec Colette Guillaumin et sa théorie du sexage. Donc, les femmes sont la catégorie sociale dont le travail, le temps et les corps sont appropriés à la fois collectivement par les hommes et dans la sphère privée par le mari. Ensuite, il arrive Monique Wittig, qui s'inscrit dans un héritage critique des féminismes matérialistes, en reprenant justement donc, la théorie du sexage de Guillaumin, selon laquelle les femmes sont la catégorie de sexe doublement appropriée par les hommes, collectivement et individuellement. Pour Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes, car elles échappent à l'appropriation privée par un mari. Elle déplace aussi l'analyse en dénaturalisant le système hétérosexuel, donc ce qu'elle appelle le système straight. Donc moi, ce que je cherche à voir par cette thèse, c'est comment la division du travail domestique crée ou recrée des catégories de genre dans les couples lesbiens. Puisque si les catégories de sexe ne sont pas naturelles et qu'elles sont le produit de rapports sociaux antagoniques, dans le rapport social de production domestique, qu'en est-il justement des lesbiennes? Donc l'idée, c'est pas de rester dans la question du qui fait quoi, question qui est souvent posée dans les rapports et dans les enquêtes sociologiques qui étudient justement la répartition des tâches domestiques, mais plutôt inverser la question et me poser la question suivante: quoi fait qui? Quelle position dans le rapport domestique produit quelle catégorie de genre? Qu'est-ce que vivre en couple lesbien implique en termes de rapport au travail? Et c'est par cette entrée, justement, que je souhaite mettre à l'épreuve l'hypothèse de déshétérosexualisation, que je présentais tout à l'heure, dans les couples lesbiens. Donc, à ce stade encore exploratoire de la recherche, il y a plusieurs éléments qui me semblent intéressants. Donc, d'abord, interroger l'influence et le rôle des cultures et des identifications lesbiennes, par exemple les identités butch-femme et d'autres. Interroger la politisation féministe, queer, lesbienne. Interroger la présence d'enfants aussi dans le couple. Intégrer les rapports de classe, de race, d'âge et de spatialité dans la division du travail, et aussi penser l'articulation avec la position occupée sur le marché du travail. Alors, comme je le disais plus tôt, le travail domestique, il est souvent appréhendé à partir d'une liste de tâches prédéfinies qui vient renaturaliser les catégories femmes et hommes en connotant certaines tâches comme féminines, donc je le disais tout à l'heure, laver le linge, et d'autres comme masculines, bricoler. Dans la lignée des féministes matérialistes, j'ai choisi d'adopter une définition politique du travail domestique. Et pour ça, je m'inspire de la définition qui est proposée par Christine Delphy en 2003, que je vous présente là. Le travail domestique, c'est ce travail gratuit réalisé dans le cadre social et non géographique de la maison. Ce mode s'applique à n'importe quelle production. Il en découle qu'on ne doit pas définir le travail ménager comme une simple liste de tâches, car le mode de production domestique inclut n'importe quel travail et n'importe quelle production effectuée gratuitement, quand il pourrait être rémunéré ailleurs. Donc, toute tâche ménagère n'est pas nécessairement du travail domestique. Le travail fait pour soi n'est pas du travail gratuit, puisqu'il trouve une compensation immédiate, et il n'est pas approprié par autrui. Donc, il ne faut pas partir justement d'une liste de tâches prédéfinies, comme c'est fait par d'autres enquêtes, mais bien saisir le travail gratuitement effectué pour autrui dans le cadre domestique, ce qui est en soi un enjeu méthodologique assez conséquent. Pour finir cette présentation, je vais rapidement conclure en présentant donc l'état actuel de ma recherche, peut-être que certaines ont compris. Je suis en train d'ouvrir mon terrain et de rechercher donc des participantes volontaires pour des entretiens. Donc tout à l'heure, je suis passée un petit peu, voilà, je fais quand même ma pub. Je suis passée distribuer donc un appel à participation parce que justement, je suis en train d'ouvrir mon terrain exploratoire. Et donc, dans l'idée, je souhaite mener des entretiens individuels avec des personnes en couple lesbien, dans l'idéal en présence ou au domicile. Donc, je cherche à mener ces entretiens avec des personnes en couple cohabitant, avec ou sans enfants, depuis 12 mois au minimum, pour que justement l'intégration conjugale et domestique soit engagée. Donc, comme je disais, j'ai déposé des petits appels sur les tables, donc n'hésitez pas à en prendre, à les diffuser, à faire ce que vous voulez. Donc, voici, c'était pour la présentation, et j'espère pouvoir prochainement, peut-être l'an prochain si ça se reproduit, présenter quelques résultats. Merci beaucoup.
Alors, nous voici déjà rendus à la dernière présentation de la journée avec Gabrielle Rioux, qui est candidate au doctorat en psychologie à l'UQAM, avec une concentration de 3e cycle en études féministes, active au sein de plusieurs organismes communautaires et projets de recherche. Elle s'intéresse particulièrement aux violences entre partenaires intimes et à l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Alors, elle vous présentera soutien public et communautaire face à la violence dans les relations intimes et amoureuses lesbo-queer, exploration des expériences vécues. Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Mais vous l'êtes peut-être, vous l'êtes peut-être, il n'y a pas de problème. Soyez fatigués en paix. Le 5 à 7 s'en vient. Oui, donc je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler des résultats de ma thèse. Bon, des résultats préliminaires quand même, mais je suis supervisée par Thomas Sayas et Valérie Roy. Donc, entrons dans le vif du sujet. Une récente étude canadienne révèle que le 2/3 des femmes de minorités sexuelles ont vécu de la VRIA au cours de leur vie. Donc, quand je dis VRIA, c'est violence dans les relations intimes et amoureuses. Donc, c'est pas mal. Hein. Puis même que près de la moitié des femmes de minorités sexuelles ont été victimes d'agressions physiques et sexuelles par un ou une partenaire intime. Donc, définissons un peu rapidement la violence dans les relations intimes et amoureuses. Donc, tout comportement au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui font partie de cette relation. Puis, les crimes commis en contexte conjugal font 30% des crimes envers les personnes au Québec. Les femmes en sont en grande majorité les victimes, sinon presque 100% là, dans les crimes les plus graves. Donc, on parle d'enlèvement, de voies de fait, de séquestration, d'homicide. Les victimes de VRIA sont plus à risque de développer dépression, idéation suicidaire, problèmes liés à la consommation, douleurs chroniques, limitations fonctionnelles. Et chez les femmes lesbo-queer, chez les personnes lesbo-queer, s'ajoute à ces risques-là une plus grande prévalence de troubles de santé mentale en raison du stigmate et de la discrimination liée à leur identité de genre. Bon, il est peut-être un peu trop tard pour le faire, là, mais bien sûr, je voulais juste vous prévenir qu'on va parler de violence conjugale, de violence sexuelle, de transphobie, de lesbophobie. Donc, oui, c'est ça. Donc, face à tout ça, il y a plusieurs services qui sont amenés à venir limiter les conséquences de la violence sur les individus, notamment donc l'intervention socio-judiciaire. Donc, on parle de l'articulation entre 3 acteurs, les établissements de services de santé et des services sociaux, les organismes communautaires et les corps policiers. Les voici. Et, oui, est-ce que j'ai dit les milieux communautaires? Je ne suis pas sûre. Mais je l'ai dit? OK, super. Juliane Charbonneau est dans le waiting room. Oui, alors les modèles en violence conjugale, quand on pense aux services en violence conjugale, on va souvent penser au modèle qui se base quand même sur un modèle hétéro-cis-normatif, donc un homme auteur de violence et une femme victime. Puis, quand on regarde la part des approches féministes en violence conjugale, on voit que depuis, avant les années 70, c'est-à-dire la violence conjugale était reléguée à la sphère familiale, donc c'était un problème de nature privée. Puis les apports, c'est-à-dire les mouvements féministes ont amené à comprendre cette violence-là plutôt au prisme des violences faites aux femmes, puis en soulignant le caractère patriarcal de ça. Puis c'est donc basé sur le principe que la violence conjugale, c'est un contrôle coercitif qui est basé sur des dynamiques de pouvoir inégales. Puis donc, sur le pouvoir et le contrôle masculin et la passivité, l'innocence et la dépendance des femmes. Donc, notamment, les modèles, par exemple, le modèle du lutte a été développé en observant des relations hétérosexuelles entre personnes blanches issues de la classe moyenne. Puis, ça peut avoir comme effet d'homogénéiser les discours sur la violence, puis de ne pas vraiment permettre aux personnes, par exemple, qui vivent la violence au sein d'une relation queer, d'être prises en compte. Parce qu'on peut imaginer que la manière dont le pouvoir et le contrôle vont se manifester dans une relation lesbo-queer vont être différents. Ça va être différent que dans les couples hétéros. Et donc, ça n'enlève rien aux mêmes conséquences là, qui sont tout aussi néfastes auprès des victimes lesbo-queer.
Et comme les discours sont, comme j'ai dit, hétérocis-normatifs, ça peut faire en sorte que les victimes issues des milieux queer peuvent ne pas se reconnaître dans les discours et donc pas nécessairement comprendre qu'il y a des ressources qui leur sont adaptées. Donc, c'est ça. Donc, mettre un peu l'accent trop sur les similarités entre les violences lesbo-queer et les violences hétérosexuelles pourrait en revenir à minimiser les différences historiques qu'il y a entre ces couples, et même si ça a un effet à la fois sur les causes et les conséquences de cette violence-là. Donc, bien qu'on va reconnaître l'influence du patriarcat sur la violence dans un contexte hétéro, c'est quand même intéressant de venir prendre en compte les spécificités de la VRIA lesbo-queer pour permettre l'élaboration de stratégies d'intervention qui sont plus efficaces. Donc, c'est là où je m'en vais avec ma thèse. Là, je ne sais plus où. OK, voilà. Donc, l'objectif principal, c'est de mieux comprendre l'expérience du soutien reçu des institutions publiques et des services communautaires par des femmes ayant vécu de la VRIA au sein d'une relation lesbo-queer. Et là, le sous-objectif dont il va être plus question aujourd'hui, c'est de décrire le soutien reçu par ces femmes au sein des institutions publiques et des services communautaires. Donc là, je vais essayer d'aller rapidement sur la méthode parce que c'est jamais la partie la plus intéressante, mais grosso modo, j'ai fait une analyse qualitative de 24 entrevues. Puis, je me suis basée sur 2 échantillons. Un, donc, du projet que vous pouvez lire à l'écran, que je ne vais pas lire parce que c'est un long titre, mais voilà. Puis, le recrutement s'est fait au travers d'organismes communautaires et d'autres collaborateurs, mais dont le Centre de solidarité lesbienne, le Réseau des lesbiennes du Québec. Merci d'avoir relayé mon affiche de recrutement. Et le Conseil québécois LGBT et Divergenres. Donc, ensuite, je vais vous montrer... Ah oui, je dois dire aussi que, dans le fond, j'ai fait des entrevues semi-dirigées. C'est des entrevues de 1 heure à 1 heure et demie, du moins, c'est les extraits que j'ai retenus. Puis les questions étaient sur les services utilisés, leur appréciation. Donc, c'était tous des participantes qui avaient vécu de la violence dans un contexte lesbo-queer. Puis, c'était sur les services qu'ils avaient utilisés, leur appréciation, la perception de la qualité du service reçu et l'accessibilité. Donc, voilà, ça, c'est le genre je vais vous montrer un peu, ça, c'est le genre de mes participantes. Donc, majoritairement des femmes cis, mais aussi des personnes de la pluralité de genre. Puis, au niveau de l'orientation sexuelle, majoritairement des personnes lesbiennes, mais aussi ayant d'autres identités sexuelles. Donc, là, ce qui s'en vient, c'est que je vais vous parler de mes résultats, puis je vais vous parler des thèmes les plus fréquents qui ont été abordés quand on parlait des services. Donc, je vais y aller par service. Alors, commençons par les services communautaires d'ES LGBTQIA+. Donc là, les thèmes qui revenaient le plus souvent, donc c'était premièrement l'identification puis la compréhension de la violence. Donc, je m'explique. Souvent, ce que les participantes amenaient, c'était, bon, ça m'a aidé à identifier la violence. La documentation était plus spécifique, en opposition à peut-être la sensibilisation en violence conjugale, dans les organismes en violence conjugale. Puis aussi que les organismes avaient généralement une meilleure compréhension de la VRIA lesbo-queer. Ensuite, il y a l'aspect inclusion et sensibilité aux différentes identités. Donc là, il y a des avis mitigés. Il y a certaines personnes qui parlaient d'avoir peur de vivre de la biphobie, même au sein des organismes communautaires de LGBTQIA. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui disaient moi, j'aime bien mieux avoir recours à des ressources multiproblématiques queer qu'aller dans des organismes en violence conjugale, entre autres parce qu'ils venaient chercher justement cette inclusion-là dont il y en avait besoin. Au niveau du soutien, donc majoritairement, les participantes disaient qu'elles avaient reçu un soutien spécifique et adapté. Certaines personnes disaient qu'ils auraient voulu des services plus poussés encore, mais généralement, on parlait de « bon, ça m'a incité à prendre action », il y a eu une prise en charge rapide et aussi, c'était bien apprécié que les intervenantes soient membres des communautés d'ES LGBTQIA+. Donc, je vous mets un extrait ici donc d'une participante qui dit elle ne s'est pas présentée à mes rendez-vous, je suis Renée, je suis lesbienne, mais quand je parle d'une situation, elle la comprend, elle est capable de se mettre dans ma peau. Je ne suis pas en train de dire qu'un intervenant hétérosexuel n'est pas capable de faire ça. C'est vraiment pas ça. C'est juste que je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est plus grand et le lien de confiance qui se solidifie. Donc, voilà.
Au niveau des organismes communautaires en violence conjugale, donc là, il y avait peut-être un peu plus de barrières puis de défis qui ont été nommés. Il y avait quand même beaucoup de méfiance et aussi une peur d'être discriminé par rapport à son orientation sexuelle, mais aussi par rapport à l'identité de genre. On nomme quand même souvent qu'il y a quand même parfois de la transphobie dans les milieux en violence conjugale. Je vous mets un extrait ici d'une participante qui dit, tu sais, déjà dans les maisons d'hébergement qui n'acceptent pas les femmes trans sous le prétexte que, ah, mais là, il y a des femmes qui pourraient être déclenchées par le fait que, tu sais, la femme, elle a des mains d'homme ou whatever. Puis là, je suis comme, t'imagines-tu une femme qui a été victime d'une autre femme, comment elle se sent entourée de femmes dans ton organisme? Tu sais, franchement, c'est n'importe quoi comme argument. Donc, on voit que, en fait, même si, bon, cette participante-là, c'est une femme cis, elle sent bien que la transphobie puis la queerophobie, en fait, qui peut être parfois un peu ambiante dans certains organismes en violence conjugale, fait en sorte qu'elle se sent pas safe au niveau de son identité sexuelle et de genre. Puis, bon, au niveau des barrières encore, ça peut être des choses comme les intervenantes, en fait, ce sont les intervenantes, assument l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, que ce soit de la victime ou de l'agresseur, agresseuse. Puis que les informations au sujet de la violence sont un peu axées sur l'hétérosexualité, qu'il y a un manque d'intersectionnalité et qu'il y a une mauvaise connaissance des enjeux LGBTQ+. Après, il y a d'autres côtés qui sont un peu plus positifs, notamment au niveau des considérations matérielles par rapport au fait que les organismes en violence conjugale, souvent, c'est gratuit, puis offrent un soutien bon, de logement. Et aussi le fait qu'il y a des ressources 24 heures sur 24, comme avec SOS Violence Conjugale, donc ils peuvent offrir un soutien à toute heure, du moins téléphoniquement. Il y a aussi l'aspect soutien social, donc on peut penser que les maisons d'hébergement, ça reste des milieux de vie, donc il y a un soutien qui est fait, qui peut être apprécié. OK, j'essaie d'aller vite, il me reste plus beaucoup de temps. Au niveau des services en psychologie, donc les considérations, c'était surtout des enjeux financiers. Hein, souvent, les services sont offerts dans le privé parce que, bon, au niveau des services dans le réseau public, c'est difficile d'avoir des services en psychothérapie. Et il y a un certain manque de flexibilité. Donc, on voit ici une participante, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller vite, mais qui dit qu'elle, ça y a pris 2 ans avant de parler de sa relation violente avec sa psy. Donc, on peut imaginer comment dans le réseau public, étant donné qu'il y a comme maximum 10-15 rencontres la plupart du temps, ce serait difficile d'en arriver là. Il y a aussi des défis au niveau de la thérapie, notamment dans le fait que ça peut être un processus qui est assez lent, donc ce n'est pas nécessairement compatible avec des besoins qui sont peut-être plus urgents, plus dans la gestion de crise. Puis aussi, il y a une question de la qualité de la relation thérapeutique. Donc, on voit qu'une bonne relation, c'est souvent ce qui fait qu'une intervention va être efficace. Donc, ça tient à plusieurs choses. Les participantes nomment de l'empathie, un sentiment de bien-être, d'être dans le non-jugement, de se sentir safe par rapport aux enjeux LGBTQ+, je commence à déparler, LGBTQ+, et un espace pour vivre ses émotions. Puis une mauvaise alliance, donc elle parlait de froideur ou du fait que c'était désagréable. Les interventions qui étaient particulièrement aidantes, c'est les interventions qui aident à prendre conscience, qui sont dans confiance et qui aident à prendre des prises de conscience, et aussi des interventions de confrontation empathique. OK. Le service policier. On y est. Donc, les participantes nomment aussi certaines méfiances par rapport à la compétence des policiers et policières par rapport aux enjeux de VRIA. Notamment, elles nomment qu'elles aimeraient une meilleure formation des policiers et policières. Il y aura avoir quelque chose par rapport au genre. À la fois, elles vont percevoir des préjugés au sujet des relations lesbo-queer, mais elles aussi, elles vont porter un jugement par rapport au genre des policiers et policières. Je pense à une participante qui disait qu'elle se sentait trahie parce que c'était 2 policières qui avaient intervenu lors d'un événement de violence, puis elle ne s'était pas sentie accueillie. Au niveau de la qualité de l'accueil et de la réponse aux besoins de VRIA, il y a comme les résultats sont assez mitigés. Il y a à la fois des gens qui se disent, qui disent s'être sentis vraiment crus, puis d'autres qui disent considérer que l'offre répondait vraiment pas à leurs besoins. Puis il y a aussi tout ce qui a rapport au support et la reconnaissance. Hein. Souvent, les personnes disaient qu'elles sentaient qu'elles avaient un gros fardeau d'avoir à accumuler des preuves et qu'elles sentaient, bon, parfois le support était très aidant, parfois pas. Puis là, je voulais juste vous mettre une citation. Quand j'ai appelé la police pour dire que ma blonde me séquestrait, la police est venue, ils nous ont séparés et la policière m'a dit « Quand tu te disputes avec ta coloc, va prendre une marche. »
ça a été minimisé ce que j'ai vécu. Parce que supposément, des filles, ça ne peut pas faire mal, des filles, c'est moins fort. Et il y a une espèce de préjugé que c'est juste les hommes qui sont violents. Donc, voilà. J'aimerais avoir le temps de faire un commentaire, mais j'ai pas le temps. Bon, le système judiciaire, là, on va passer là-dessus. Excusez. Mais oui, donc, pour un peu conclure là-dessus, il y a comme un effet à la fois au niveau de l'orientation sexuelle et du genre. Là, je parle de mes participantes qui s'identifient au genre féminin, mais bon, je ne sais pas si c'était de l'homophobie ou c'était parce que j'étais une femme, mais ils ne me prenaient pas au sérieux. Ça a vraiment joué, je pense. C'est le facteur qui fait que j'ai reçu aucun soutien. Donc, à la fois, leur parole est discréditée en tant que femme et leur violence est invisibilisée parce qu'elle est au sein d'une relation lesbo-queer. Donc, ce qui aurait été aidant, je pense que cette participante-là, je vais vous laisser, vous pourrez le lire, mais cette participante-là l'a bien nommé. Donc, c'est vraiment de l'écoute, de la validation et aussi de prendre des actions concrètes, aussi petites soient-elles. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup dans les entrevues comme étant ce qui est aidant. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Bien, alors, merci aux panélistes. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent en même temps? Question. Oui? Oui, merci. C'était une question pour la présentation sur le travail domestique. Donc, tu as demandé des blips, donc voilà, je prends l'occasion. Je me demandais si tu avais regardé la théorie de la reproduction sociale comme approche marxiste plutôt que approche matérialiste à la question du travail domestique. Ils ne sont pas aussi explicitement lesbiens. C'est pas le sujet du lesbianisme n'est pas si présent dans la littérature, mais je trouve que pour problématiser la question du travail, ça serait très intéressant que tu regardes ça. Puis aussi, je me demandais si, parce que dans l'organisation familiale du travail, ou en tout cas dans le travail des femmes au sein des familles, même dans les familles hétéros, mais je pense que ça s'applique dans les autres formes de couple, il y a une évolution historique de l'organisation familiale. Donc on est passé, selon les contextes économiques en fait, et la spécificité du contexte néolibéral où il y a la nécessité de familles à deux revenus qui change la manière dont le travail domestique est géré en comparaison à avant les années 70. Je ne sais pas au Québec, ça a été quoi l'histoire exactement, mais en tout cas aux États-Unis, avant les années 70, quand tu avais le revenu familial, etc., donc le travail domestique était quand même distribué de manière différente. Donc je ne sais pas si tu comptes intégrer comme cet élément-là comme historique du contexte économique, puis, ou peut-être même au sein de, je ne sais pas, avant Covid, après Covid ou pendant Covid, mais en tout cas, là, en ce moment, je ne sais pas si c'est caractérisé comme crise sociale ou crise économique, je pense que oui, mais donc le travail domestique dans un contexte de crise économique néolibérale où le secteur reproductif lui-même est en effondrement, et donc il y a comme la famille absorbe forcément plus de charges de travail dans tout ce qui est reproduction sociale, d'où les théories de reproduction sociale marxistes. C'était pas une question, c'était pas voilà, je lance ça. Voilà. Est-ce que tu aimerais ajouter quelques mots? Ça marche, ouais. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que tout ce qui est autour des théories de la reproduction sociale, donc c'est des questions que je me pose et qui sont constantes aussi dans mon cadre théorique, parce que il y a la question de l'exploitation, derrière la question du travail domestique. Et alors, si j'ai fait le choix d'être plus dans une approche féministe matérialiste que féministe marxiste, c'est parce que je souhaite me concentrer plus sur l'exploitation domestique et moins sur l'exploitation capitaliste. Là où, sans rentrer dans trop de trucs théoriques parce qu'il est 17h, mais la théorie de la reproduction sociale se concentre davantage sur
la théorie capitaliste qui est moins ce qui m'intéresse. Je m'intéresse plus sur le domestique. Après, il y a d'autres biais qui peuvent être... Enfin, d'autres choses encore qui font que je ne choisis pas, mais bref. Mais c'est quand même... Les deux se répondent, il y a quand même des choses... Ensuite, pour intégrer le contexte économique, oui, je ne l'ai pas trop précisé. Je vais vraiment l'intégrer, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé plus de division sexuelle du travail à un certain moment, plutôt que de travail domestique, parce que justement, je veux prendre en compte le travail domestique par rapport aussi aux positions occupées sur le marché du travail. Donc, merci vraiment pour ce point. Et la troisième chose que tu disais, j'ai noté famille et j'ai pas eu le temps de finir de noter. Désolée, mais merci beaucoup pour tout ce que tu dis. Je suis désolé, ma question est aussi pour la même personne. En fait, déjà, merci, c'était super intéressant. Je serais curieux de t'entendre sur ton hypothèse. Tu disais que tu voulais mettre à l'épreuve l'hypothèse de déshétérosexualisation. Est-ce que ça veut dire que tu fais l'hypothèse que le rapport au travail produirait des hommes sociaux et des femmes sociaux, des femmes sociales là où on s'y attend moins, donc dans les couples lesbiens, parce que les lesbiennes échappent à l'appropriation privée? Puis comment ça t'amènerait, selon les résultats qui seront les tiens, à rediscuter l'hypothèse de Wittig sur laquelle les lesbiennes ne sont pas des femmes? Voilà. Mais merci, c'était une super présentation. Merci beaucoup aussi pour tes questions. Alors, sur mes hypothèses, je ne sais pas si c'est grave et si c'est autorisé de dire ça, mais j'ai pas spécifiquement encore, j'ai pas d'idée de ce que, les personnes que je vais rencontrer vont me dire. J'ai pas encore d'idée de ce que ça va dire. Justement, je le disais, est-ce qu'il y a une déshétérosexualisation ou pas, une mise à distance ou pas. Donc, je peux pas m'avancer. Je n'ai aucune idée. Je suis désolée. J'ai hâte de pouvoir présenter des choses, justement. Et il y avait un deuxième point, pareil, du coup, par rapport à ce que Wittig a amené, la réponse dans 3 ans, si tout se passe bien. Mais oui, ça va être une de mes hypothèses. Je pense qu'il y a des inégalités à voir après avec le terrain. Merci. Moi, c'est plus une question par rapport aux violences dans les relations lesbo-queer. En fait, personnellement, j'ai remarqué qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup, que c'est un peu tabou. Puis là, ça a été un peu mentionné, un peu justement, le fait que dans nos communautés, on est déjà marginalisés, puis que là, rajouter ça, en tout cas, bref. Je me demandais, qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui disent que c'est minoritaire? Parce que même au sein des communautés queer, c'est invisibilisé, puis c'est tabou, et en tout cas, on dit que ça n'existe pas vraiment. Fait qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui disent que c'est une minorité puis que c'est pas vraiment une problématique si présente que ça dans nos communautés? Moi, je dirais aux gens d'aller lire le livre de Léa Orlik et de Carmen Maria Machado, parce que justement, il y en a tellement peu que Machado va aller citer Orlik. Puis les deux ont dû faire des recherches dans les archives lesbiennes pour voir qu'est-ce qui s'était passé par rapport à l'analyse de la violence entre femmes. Puis quand les littéraires devaient faire ça, genre, ça prouve à quel point il y a un problème, en fait, quelque part. Puis ça constitue une double violence, justement. Elles subissent la violence, puis après, il y a la violence du silence. Puis, je pense que les écrivains et écrivaines essaient justement de contrer ce silence-là en bâtissant une vraie maison rêvée, en fait, pour reprendre le titre de Carmen Maria Machado. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Moi, je dirais ça dépend toujours à qui qu'on s'adresse, parce que je pense que comment on articule ces réponses-là, ça peut être vraiment complexe. Au niveau statistique, ce qu'on voit, c'est que ce soit plus au même niveau qu'en contexte hétéro-cis ou plus élevé encore, notamment vécu par les personnes transféminines, que je pense qu'on a moins parlé aujourd'hui. C'est ce que je ressens intérieurement. Je ne sais pas s'il y a un ressenti chez d'autres personnes en ce moment. Donc, niveau statistique, c'est beaucoup plus élevé, mais aussi, je pense qu'il y a le contexte de quand on a une communauté qui est marginalisée, qui vit des oppressions, il y a comme
je ne sais pas si vous relatez à ça, mais ce fardeau de bien représenter, de ne pas restigmatiser la communauté, ce qui fait en sorte que c'est vraiment dur de parler de ces expériences-là par peur justement que ça soit réutilisé contre nous dans des contextes hétéro-cis. Fait que je pense d'aborder justement les potentiels impacts que ça peut avoir de garder un silence par rapport à ça, mais aussi de nuancer dans le contexte. Puis je pense que c'est intéressant aussi d'accueillir cette stigmatisation internalisée, l'oppression internalisée, qui peut être une réponse à ça dans nos communautés aussi. Je pense que, bref, c'est pas noir ou blanc, je pense que c'est complexe. Je pense qu'il faut en parler. Tout est comment qu'on en parle, puis comment qu'on l'explique dans une dimension structurelle qui, justement, découle de l'hétérosexisme et de la transphobie et des autres oppressions par la bande, à mon avis. Et je pense que ça serait intéressant de développer davantage d'analyses féministes qui ne sont pas seulement basées sur l'expérience des femmes cis hétéros, justement, en ce qui concerne la violence conjugale. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant 3 heures. Là. Alors, merci beaucoup. C'est terminé pour les questions. Tara va faire le mot de la fin, avant le cocktail. Pour vous inviter au cocktail. Donc, une grande main d'applaudissement pour notre dernier panel de la journée. Ça finit vraiment en beauté. Merci beaucoup. Merci. On va vous inviter à rester à l'avant pour prendre une petite photo. Juste dire qu'on va commencer un petit 5 à 7. Donc, on va avoir des bouchées et des verres alcool et boissons non alcoolisées à l'arrière. Et on vous invite aussi tous et toutes à prendre des sacs. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu leur sac, on a nos petits sacs ici au stand vers la porte, donc avant de partir. Et surtout, vous remercier énormément pour votre présence. Merci aux panélistes, merci aux animatrices. Un énorme merci. C'était une journée extrêmement, extrêmement, extrêmement riche. Donc, toute la journée, on entendait juste à quel point c'est émouvant pour vrai d'entendre tout ça, de partager tout ça, d'avoir l'espace pour vraiment pour grandir, pour connecter. Donc, un énorme, énorme, énorme merci. On espère vous revoir demain. Et sinon, on vous dit à très bientôt et on se parle autour d'un verre. À tout de suite.